Tu peux avoir des milliards sur ton compte, mais pas un centime ne rachète le temps qui s'épuise. Aucun pouvoir ne te prépare à voir ton propre enfant mourir. Et personne n'imagine que le seul salut puisse venir de l'endroit que le monde méprise. Bonjour. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, pense à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ici, chaque vidéo est faite avec l'âme et tu fais partie de cette mission. Dis-moi en commentaire, crois-tu au destin? Ou pensais-tu que tout est un hasard? Parlons de scène. La mort ne choisit pas son code postal. Au sommet de la tour la plus exclusive de Santiago, Isadora Blanco semblait tout avoir argent, célébrité, influence. Elle était le visage de la campagne nutritionnelle la plus prometteuse d'Amérique latine, la vitrine de la santé moderne. Mais à l'intérieur, quelque chose dépérissait, littéralement. Son fils, Caio, 9 ans à peine, commença à montrer des symptômes inexplicables. Fièvre persistante, perte de poids sans raison, des médecins renommés, des cliniques de pointe, des traitements expérimentaux en vain. Chaque examen apportait plus de questions et moins de temps. Pendant ce temps, dans les couloirs oubliés d'une ONG communautaire du quartier de San Pedro, un garçon invisible pour l'État Tiago semblait en savoir plus que n'importe quel médecin. Il n'était ni prophète, ni génie. Juste quelqu'un qui avait vécu trop près du poison pour ne pas le reconnaître. Et c'est lui qui écrivit ces mots que reçut Isadora, pliés dans un bout de papier sans signature. « Tu es en train d'être empoisonné. » Parce que tu as contribué à créer. Il y a 5 ans, Isadora avait signé un contrat avec Nutrigenix. La promesse révolutionnait le monde de la nutrition avec le complément vital, une boisson vendue comme source de longévité, d'énergie et d'immunité cellulaire. Mais les tests qu'elle avait contribué à approuver racontaient une autre histoire. Elle avait ignoré, elle avait enterré, et elle avait continué à sourire devant les caméras. Aujourd'hui, son fils mourait, et elle aussi. Mais ce que la science silencieuse n'avait pas su expliquer, la voix de ce garçon inconnu commençait à dévoiler. Pendant ce temps, Tiago savait qu'il devait faire vite. De plus en plus d'enfants de longue présentèrent les mêmes symptômes. Les repas censés les nourrir étaient fournis par une action solidaire de Nutrigenix. Ils étaient utilisés. Encore. La nuit, il utilisait un vieux ordinateur du centre communautaire pour fouiller des articles scientifiques oubliés, des forums médicaux clandestins, des fichiers PDF enterrés. Il avait appris à lire avant de parler autodidacte de la survie. Et il découvrit quelque chose qui reliait les symptômes au vital. Mais personne n'écoutait un enfant sans nom, sans papier, invisible, sauf elle. Isadora, jadis symbole de réussite, passait désormais inaperçue. Cheveux tombants, peau grisâtre, douleur osseuse constante. Les médias disaient qu'elle s'était retirée pour s'occuper de sa famille. Mais elle se cachait d'elle-même, de sa culpabilité, du système qu'elle avait contribué à bâtir. Et puis, un soir silencieux, il est apparu. Il n'a pas frappé à la porte. Il était juste là, sale, maigre, avec des yeux trop vieux pour son âge. Et une phrase qui allait tout changer. « Je sais comment sauver ton fils. » Mais tu vas devoir affronter ce que tu as aidé à répandre. Si cette histoire t'a accroché jusque-là, abonne-toi maintenant. Ce qui va suivre va révéler le côté le plus sombre du pouvoir et le plus inattendu de l'espoir. Le sous-monde de la ville vibrait à des rythmes que l'élite n'entendait jamais. À San Pedro, où les câbles électriques semblaient danser entre des poteaux rouillés, longs racines de l'espoir survivaient grâce à des dons instables et des promesses creuses. Là-bas, des enfants comme Tiago
apprenait très tôt que l'invisibilité n'était pas un super pouvoir, c'était une condamnation. Pas de papier, pas d'historique médical, pas de scolarité, mais des yeux vifs et des oreilles en alerte. Tiago n'était pas seulement un survivant, il était un observateur. Il connaissait le nom de chaque plante du petit jardin de Longe, les effets de chaque aliment que l'industrie jetait là comme aide. Il observait tout avec l'obsession de celui qui n'a pas droit à l'erreur. Il ne pouvait pas se permettre de tomber malade. C'est avec cette obsession qu'il commença à repérer les schémas, les symptômes, les dates de livraison des aliments fonctionnels. Et une coïncidence qui ne n'était pas une, les cartons venaient toujours avec le logo de Nutrigenix. De l'autre côté, le monde d'Isadora se fondrait. Dans les coulisses de Nutrigenix, elle n'était plus la star. Matteo Lobos, le PDG de l'entreprise, cherchait à l'écarter discrètement. Réunions annulées, appels ignorés, clauses contractuelles activées en silence. Il savait qu'elle était malade. Il savait que leur produit, ou du moins un des lots, pouvait provoquer des effets secondaires. Mais reconnaître cela, c'était perdre des milliards. Et dans la logique des grandes entreprises, les vies coûtent moins que les profits. Isadora se mit alors à visiter les hôpitaux publics, déguisée. Elle devait voir les cas de ses propres yeux. Et ce qu'elle découvrit la brisa des dizaines d'enfants, présentant les mêmes symptômes que Caio. Dans des quartiers où le Vital était distribué gratuitement pour renforcer l'immunité. Des campagnes promues par des influenceurs, financées directement par l'entreprise. Un schéma clair émergeait, mais il lui fallait des preuves, des témoignages, quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Alors elle pensa à nouveau à ce garçon, Tiago. Au cœur de la ville, un autre acteur entrait en scène, Amaro, journaliste d'investigation de la radio indépendante Ojo Urbano. Un ancien contact d'Isadora, désormais son unique espoir de révéler la vérité. Amaro savait ce que cela impliquait. Il avait déjà reçu des menaces pour moins que ça. Mais il savait aussi reconnaître quand quelqu'un disait la vérité avec les yeux. « Tu as des preuves ? Ou juste la conscience lourde ?» demanda-t-il, froidement. « J'aille le nom d'une enfant et les symptômes de mon fils. Pour l'instant, ça devra suffire. » Pendant ce temps, Tiago échappait à Guto, l'agent de sécurité de Longe, en réalité à la solde de Nutrigenix. Sa mission était claire, repérer toute source potentielle de fuite. Mais Tiago était rapide, discret, insaisissable. Guto le sous-estimait, tout le monde le faisait. Jusqu'au jour où il fit l'impensable, il entra dans le siège de Nutrigenix, monta par l'escalier de secours et laissa une clé USB pleine de dossiers qu'il avait compilés, posés sur le comptoir de la réception, sous un faux badge de visiteur. Un virus effaça les serveurs secondaires. L'alerte fut lancée. Il n'était plus invisible. Il était devenu une menace. Dans l'univers silencieux où Caio, le fils d'Isadora, reposait, branché à des tubes. Sa mère reçut un message anonyme. « Si tu veux comprendre comment le sauver, rance-toi à San Pedro. Parle à ceux que tu n'as jamais regardés. » Elle savait qui avait écrit cela. Mais elle ne savait pas encore ce que cette décision allait lui coûter. La visite à San Pedro ne fut rien de ce qu'elle avait imaginé. Il n'y eut ni accueil chaleureux, ni discours touchants. Les habitants la repoussèrent. Les mères, dont les enfants étaient également malades, l'insultèrent. Elle représentait l'entreprise qui avait envahi leur quartier avec des sourires marketing et des promesses creuses. Et maintenant, les conséquences des corps d'enfants, affaiblis, brûlants de fièvre. Mais alors, dans une ruelle à côté de Longe, il réapparut. « Tu l'as amené ?» demanda Tiago sans salutation. « Qui ? » ?»« Ton fils, je dois le voir. Et pas seulement lui. Je dois savoir ce qu'il a mangé. » Isadora le fixa.
C'était irréel. Et pourtant, tout autour d'elle lui disait que ce garçon en savait plus que n'importe quel médecin. Elle acquiesça simplement. Dans le laboratoire improvisé du professeur de sciences de Longe, un vieux container aménagé, équipé d'un microscope d'école technique et de réactifs périmés, Tiago se mit à l'œuvre. Il écrasa une capsule du complément, versa un réactif jaune et observa attentivement. « C'est bien ça !» murmura-t-il. « Ils ont changé la formule. Mais ils ont oublié les traces. Que veux-tu dire ? Tu sais ce qu'ils ont fait à la protéine synthétique de Slow ?» Isadora ne répondit pas. La vérité, c'est ce qu'elle savait. Mais elle avait choisi de l'oublier. Pendant ce temps, au siège de Nutrigenix, Matteo Lobos convoquait le conseil juridique. La fuite du contenu de la clé USB avait provoqué une brèche dans le système. Une série de connexions non autorisées pointait vers le département de distribution sociale. Pire encore, le nom Tiago était apparu, lié à des images captées par une vieille caméra de surveillance. « Occupez-vous, scène », ordonna Matteo en regardant Guto, en silence. Amaro, de son côté, recevait des images envoyées par un profil anonyme. On y voyait des cartons de Vital empilés dans des entrepôts précaires, accompagnés de feuilles marquées « Rejetez l'eau 46B », des photos prises à la hâte, floues, mais authentiques. Il croisa ces informations avec les plaintes médicales provenant de zones défavorisées. Le même schéma apparaissait. Mais publier cela signifierait attirer l'attention de gens très puissants. Il lui fallait davantage un nom, une histoire humaine. Isadora décida de passer à l'action. Elle emmena Tiago chez elle, discrètement, par l'entrée de service. Là, il eut accès aux vrais produits de Nutrigenix. Il fouilla la cuisine comme un enquêteur, préleva des échantillons, nota des observations, parla d'enzymes, de biocompatibilité, de réactions croisées. Elle resta figée. Ce garçon en savait plus que bien des directeurs scientifiques. C'était inconcevable. Et en même temps, c'était leur seule chance. Cette nuit-là, alors qu'il dormait dans la même pièce Tiago sur le canapé, Isadora au sol, près du lit de Caio, des coups de feu frappèrent la porte d'entrée. Les vitres explosèrent. Une attaque silencieuse, sans avertissement. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un avertissement. Tiago attrapa Isadora et la tira vers l'escalier de secours. Ils quittèrent l'immeuble sans être vus, fuyant vers le seul endroit sûr qu'ils connaissaient, la maison abandonnée, derrière la gare désaffectée, où ils dormaient autrefois. Là, entre des matelas souillés et des livres moisis, Isadora comprit enfin qui il était vraiment un témoin, un survivant d'une négligence qu'elle avait contribué à financer. Et c'est là que Tiago révéla ce qu'il savait. Le lot 46B avait une variante. Il avait été testé sur un petit groupe en 2022. Les données montraient des effets secondaires graves. Mais quelqu'un avait tout effacé. Moi, j'ai retrouvé des fragments dans le système de l'entreprise. Tu as piraté leur serveur ? Je voyais ce qu'ils faisaient. Je pensais que personne n'écouterait. Mais quand j'ai vu ton fils à la télé, j'ai compris. Ils te punissent. Ils se servent de lui comme d'un exemple. Mais pourquoi ? Parce que tu sais trop. 2 jours plus tard, Amaro publia son premier article, le supplément de la mort des lots secrets de Nutrigenix dans les quartiers oubliés. L'impact fut immédiat et dangereux. Le jour même, Longe fut incendié. L'éducateur disparut. Une médecin bénévole eut un accident de voiture. Isadora comprit il n'y avait plus de retour possible. Soit elle faisait tomber l'entreprise, soit elle enterrait son fils. Le temps devenait un ennemi impitoyable. Caio n'ouvrait plus les yeux. La fièvre ne baissait plus. Son système immunitaire s'effondrait. Isadora, amaigrie, les cheveux clairsemés par les nuits blanches,
ne reconnaissait plus son reflet. Mais à ses côtés, Tiago restait lucide, solide, animé par une colère contenue qui le poussait à avancer, malgré le chaos. Amaro reçut un appel anonyme, une voix de femme, tremblante. « J'étais analyste en bio-ingénierie chez Nutrigen X. Le lot 46B n'aurait jamais dû dépasser la phase de test. Ils ont acheté le comité de régulation. Je peux le prouver. » Elle s'appelait Elena, une ancienne employée, exilée au sud du Chili. Elle envoya des copies de rapports, de courriels internes, des messages avec les ordres directs de Matteo Lobos. La bombe était prête. Mais il fallait plus qu'un dossier. Il fallait un visage, une histoire. Et Isadora savait que ce visage devait être le sien. À l'abri de la gare, Tiago commença à présenter des symptômes. Douleur à l'estomac, pâleur, sueur froide. « Tu as pris du Vital ?» J'ai bu un verre, une fois. J'avais faim. Je savais pas. Isadora paniqua. Elle activa ses anciens contacts, pénétra dans l'ancien laboratoire de Nutrigen X, vola des réactifs, créa avec Amaro une carte de traçabilité où se trouvaient les lots, qui les avaient reçus, où ils avaient été stockés. Un nom revint Dr Augusto Noriega, un médecin au passé trouble, payé pour maquiller les effets secondaires. C'était lui qui signait les rapports affirmant des améliorations chez les enfants. Un homme froid, précis et dangereux. Pendant ce temps, Matteo Lobos renforçait sa propagande. Il soudoyait des médias, commandait des documentaires sur les bienfaits du Vital, créait de faux profils pour décrédibiliser Amaro. Il lança une nouvelle campagne, avec un nouvel ambassadeur, un influenceur fitness, jeune, bronzé, souriant. Il jurait « Je prends Vital tous les jours et je n'ai jamais été en meilleure forme ». La majorité du public y croyait. Mais en coulisses, le chaos s'amplifiait. Laetitia Frère, la nutritionniste qui avait remplacé Isadora, commença à se méfier. Elle demanda accès aux anciens fichiers. On lui refusa. Un soir, elle retrouva un tableau supprimé, marqué 46B, dans une sauvegarde cachée. Elle commença à tout imprimer. Puis elle reçut un email. « Vous entrez sur un territoire mort. On vous conseille d'oublier. » Elle n'oublia pas. Un ancien policier, père d'un des enfants malades, contacta Amaro. Il possédait des photos, des vidéos, des enregistrements, des dates de livraison dans des entrepôts non officiels. Il remit tout sans vouloir apparaître. Mais il dit cette phrase « Si je disparais, que quelqu'un au moins sache la vérité. » Avec tous ces éléments, Isadora et Amaro constituèrent un dossier complet. Mais publier tout cela, tel quel, serait un suicide. Ils avaient besoin d'une faille, d'un élément qui ferait basculer l'opinion publique. Et ils le trouvèrent à l'hôpital où Caio était soigné. Avait lui aussi utilisé le lot 46B, dans le cadre d'un test institutionnel sur des patients en fin de vie. Il y avait un registre, un protocole signé. Parmi les médecins, un nom résonnait le docteur Jorge Salinas, un pédiatre respecté et père d'un enfant décédé après avoir consommé la substance. Isadora le retrouva. Il était brisé, il buvait, il ne parlait presque plus. Mais quand il vit les yeux de Caio, quelque chose changea en lui. Il prit les papiers, les lut en silence et dit « Je viens avec vous ». L'horloge tournait. Elena donna rendez-vous dans une station de radio publique. Amaro préparait une émission spéciale, en direct. Tiago, bien qu'affaibli, classait les dossiers, enregistrait des vidéos expliquant la chimie du produit, avec des mots simples, comme s'il s'adressait à d'autres enfants. Isadora savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Soit la vérité explosait, soit elle serait enterrée avec eux. La diffusion était prévue à 20h. 1 heure de programme preuve, témoignages, médecins et une déclaration exclusive d'Isadora Blanco, la femme qui avait aidé à créer le produit
et qui désormais le dénonçait. Anuas prezes duezesixidua, Elena disparut. Sa voiture fut retrouvée vide, sur le bord de la route 5 Sud. Impact latéral. Du sang sur le volant. Son téléphone avait disparu. Et avec lui, les documents originaux. La nouvelle tomba comme un coup de couteau. C'était notre pièce maîtresse, murmura Amaro, livide. Sans elle, ils diront qu'on invente tout, qu'on se venge. Alors il ne reste que moi, dit Isadora. S'ils veulent mon histoire, ils vont l'entendre en entier. Dans le studio, l'atmosphère était électrique. La sécurité avait été renforcée, avec des bénévoles de longe et 2 journalistes chevronnés qui savaient ce que cela signifiait d'affronter des géants. À 20 heures précises, l'émission commença. Isadora inspira profondément. « Je m'appelle Isadora Blanco. Pendant des années, Jai était le visage de Nutrigenix. Jai promit santé, vitalité, longévité. Et Jai aidait à dissimuler la plus grande fraude nutritionnelle de la décennie. » Elle s'interrompit un instant. « Aujourd'hui, mon fils se bat pour vivre. » Et Jai décidait de ne plus me taire. Elle parla pendant 12 minutes. Chaque mot était un coup. Elle cita des dates, des noms, des procédures internes. La modification illégale du lot 46B. Elle parla des enfants de Long, de Thiago, des rapports falsifiés. Puis arriva le tournant. Mais ce que personne ne savait, c'est que Jai aussi était victime. Mon fils est en train de mourir parce qu'ils ont placé le lot 46B dans nos propres réserves. Quelqu'un voulait me faire taire et a choisi de tuer mon fils pour m'envoyer un message. La radio faillit s'effondrer sous la charge des connexions. Les réseaux sociaux explosèrent. Des hashtags apparurent spontanément Vital 46B, Justice pour Caio Thiago. Existe la voix d'Isadora Tremblay. En terminant, la seule personne qui a essayé de me sauver, c'est un garçon sans nom. Un enfant que le monde ne regarde pas. Et si le monde ne l'écoute pas maintenant, c'est qu'il est déjà mort de l'intérieur. Quelques minutes après la fin de la transmission, les représailles commencèrent. Le profil de la radio fut piraté. Un faux dossier sur Isadora fut publié dans des portails achetés, accusations de vol, de manipulation, de chantage. On tenta de présenter Thiago comme un orphelin instable. Et comme si cela ne suffisait pas, Caio fit un arrêt cardiaque. Il fut réanimé, mais sombra dans le coma. Thiago pleura pour la première fois depuis le début. Il se sentait coupable de ne pas avoir agi plus tôt, d'avoir gardé le silence. Isadora le serra dans ses bras comme un fils, sans dire un mot, car elle se sentait coupable, elle aussi. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le docteur Jorge Salinas, le médecin brisé par la mort de son propre fils, apparut en direct sur le plus grand journal télévisé du pays. En direct, la voix tremblante, il confirma tout. Nutrigenix a tué mon fils. Et d'autres encore. Jai signait des documents. Jai participait. Mais quand Jai voulut arrêter, ils m'ont menacé. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre dans ce silence. Le pays se figea. Le lendemain, le ministère de la Santé suspendit l'autorisation du Vital, ordonna le retrait de tous les lots. Matteo Lobos apparut dans une vidéo, souriant, prétendant que tout cela était une hystérie alimentée par des fake news. Mais Laetitia Frère, la nouvelle nutritionniste, brisa à son tour le silence. Elle remit un disque dur contenant tous les rapports internes. Elle montra les modifications, les noms impliqués, les entrepôts non contrôlés. Et parmi les noms, un ressortait, Isadora Blanco, co-autrice des premiers essais. Le monde retint son souffle. C'était elle qui avait tout commencé. Mais maintenant, elle se battait contre tout ce qu'elle avait contribué à construire. À la sortie de la radio, la police apparut pour les escorter jusqu'à un abri sûr. Thiago serra la main d'Isadora. « Ils vont nous poursuivre maintenant, hein ?»
Peut-être. Mais maintenant, le monde regarde. Et ils ne savent pas quoi faire quand le monde regarde. La vérité était sortie. Mais avec elle, vinrent de nouvelles menaces. Dans les jours qui suivirent la diffusion, la vie d'Isadora et de Tiago devint un champ de bataille émotionnel et physique. Les journalistes les cernaient. Des hélicoptères survolaient l'hôpital. Les menaces anonymes arrivaient chaque heure. Caio restait dans le coma. Les médecins n'avaient aucune certitude. Mais une chose était claire, le lot 46B était bien présent dans son sang. Et maintenant, aussi dans celui de Tiago, dont l'état commençait lentement à se détériorer. La vérité avait un prix. Amaro se réfugia à la radio, protégé par une sécurité renforcée. Avec les documents de Laetitia et le témoignage de Salinas, il préparait une série de reportages en collaboration avec des médias internationaux. Nutrigenix tenta de le poursuivre pour diffamation, mais le vent avait tourné. Des enquêtes furent ouvertes. Le Parlement exigea des explications. Et dans un geste inattendu, le président du conseil de Nutrigenix, Félix Monteblanco, annonça que Matteo Lobos serait écarté afin de garantir la transparence de l'entreprise. Un coup stratégique, mais inutile. Matteo quitta le pays cette nuit-là. Tiago, bien qu'affaibli, continua d'écrire. Il produisait des vidéos pédagogiques, expliquant avec des mots simples comment un complément apparemment inoffensif pouvait provoquer des dommages irréversibles. Ces vidéos devinrent virales. Il devint un symbole de résistance. Le garçon invisible que tout le monde voyait enfin. Mais il savait que la célébrité est fragile. Ils ont encore des alliés dans le gouvernement. Ils ont encore des laboratoires. Ils vont essayer de créer une version sûre et de la vendre comme solution au poison qu'ils ont eux-mêmes répandu. Isadora acquiesçait, mais elle ne reculerait plus jamais. Elle se rendit au ministère public. Elle remit des copies des contrats, des emails, des conversations enregistrées. Elle savait qu'elle serait aussi accusée. Mais elle voulait le faire pour Caio, pour Tiago et pour toutes les mères qui avaient enterré leurs enfants en croyant faire ce qu'il fallait. Lors de son audition, une procureure lui demanda « Pourquoi être restée silencieuse si longtemps ?»« Parce que je voulais gagner », répondit Isadora sans hésiter, jusqu'à ce que je réalise que j'avais déjà tout perdu de ce qui comptait. Dans la communauté de San Pedro, longue racine de l'espoir renaissait. Grâce à des dons venus de tout le pays, elle rouvrit ses portes avec une structure renforcée, une équipe médicale bénévole et une nouvelle plaque à l'entrée. Tiago existe, mais même au cœur de la reconstruction, la peur persistait. Laetitia dut être escortée après avoir reçu des menaces. La maison de Salinas fut vandalisée. Elena restait introuvable. Le silence imposé restait une arme. Et le système continuait à se défendre. À l'hôpital, Caio bougea légèrement les doigts. C'était presque imperceptible. Mais pour Isadora, c'était le premier véritable souffle d'espoir depuis longtemps. Tiago, désormais hospitalisé dans le même établissement, luttait contre les effets du même poison. Son état était encore instable. Mais à son chevet, elle ressentait quelque chose de nouveau, une responsabilité. Non plus fondée sur la culpabilité, mais sur l'amour. « Tu sais que tu es mon fils aussi, hein ?»« Je sais, » répondit-il sans sourire, mais avec les yeux brillants. À la télévision, un reportage international comparait le scandale de Nutrigenix à celui de la thalidomide dans les années 60. Un scandale mondial. Les investisseurs se retiraient. Des pays annulaient leurs contrats. Les pharmacies retiraient les stocks. Mais une vérité restait debout, c'est un enfant invisible qui a tout déclenché. Et une femme brisée qui a eu le courage d'écouter. Le temps restait implacable. Mais au moins,
Désormais, ils avaient une chance, et la certitude de ne plus jamais être invisibles. Le silence dans la chambre d'hôpital n'était plus désespéré. Isadora observait le moniteur cardiaque de Caio avec la précision d'une scientifique, mais le regard d'une mère. Chaque battement représentait une possibilité de recommencer. Elle savait qu'on ne pouvait pas effacer le passé, mais elle comprenait enfin ce que signifiait honorer le présent. Tiago était à quelques portes. Le traitement alternatif qu'ils avaient conçu, à partir des données qu'il avait lui-même aidé à décoder, commençait à produire des signes timides de réponse. Le corps résistait. Mais l'esprit, lui, ne s'était jamais rendu. Isadora se dédia complètement aux deux garçons. Elle suivait les examens, lisait des publications scientifiques, réactivait ses contacts dans les universités. Elle ne voulait pas seulement soigner, elle voulait réparer. Elle commença à donner des interviews, pas pour nettoyer son image, mais pour éduquer. Quand on promeut quelque chose, on devient responsable de ce que cela provoque. Il nie qu'il n'y a pas de neutralité dans la science quand elle est vendue. Le public l'applaudissait. Mais elle ne se sentait soulagée que lorsqu'elle savait que ses paroles servaient enfin à quelque chose de réel. Tiago, malgré la fatigue, insistait pour étudier. Il demanda l'accès à des cours en ligne. Il voulait comprendre la chimie alimentaire, la pharmacogénétique, l'épidémiologie. Isadora parvint à ce qu'une université privée l'accepte comme auditeur libre, malgré l'absence de documents officiels. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es intelligent. Moi non. Mais le monde doit arrêter de prétendre que ceux qui naissent ici ne peuvent être que des numéros, répondit-il, sûr de lui. Dans le couloir de l'hôpital, une nouvelle figure entra dans leur vie, la Dre Rafaela Montenegro, spécialiste en toxicologie pédiatrique. Elle avait suivi toute l'affaire, en silence, depuis le début, et décida de se porter volontaire. « Je peux aider à la réhabilitation, mais j'aurai besoin de vous pendant plusieurs mois. Et ce ne sera pas facile, dit-elle, direct. » Tiago hocha la tête. Isadora la remercia, les larmes aux yeux. Avec elle, ils commencèrent un protocole de récupération basé sur des nutriments naturels, des régimes spécifiques et des microdoses de composés négligés par les grandes entreprises. Pendant ce temps, Amaro étendait l'enquête. Des signalements arrivaient d'autres pays. Des variantes de Vital avaient été envoyées dans des communautés vulnérables, au Pérou, en Colombie, au Mexique. L'entreprise savait que ses gouvernements ne contrôlaient rien. Désormais, des tribunaux internationaux se mobilisaient, et au cœur de cette mobilisation, un nom revenait sans cesse, Tiago. Mentionné lors d'audiences, dans les articles, dans les débats parlementaires. Il était devenu le symbole de ce que le système avait tenté d'enterrer en vain. Un jour, en visitant Longue reconstruite, Isadora vit quelque chose qui la brisa. Un mur couvert de dessins d'enfants. Il représentait l'hôpital, elle, Tiago, et une image récurrente, un cheval blanc avec des ailes qui les emportaient dans les nuages. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle. « C'est le frison que Tiago dessine tout le temps, » répondit une éducatrice. « Il dit que c'est l'animal qui viendra l'emmener loin d'ici. » Un jour, Tiago arrive derrière elle, avec un sourire timide. « Si un jour je monte à cheval, je veux que ce soit un frison. »« Promesse tenue, » répondit Isadora. Avec l'aide d'une fondation internationale, ils parvinrent à organiser une séance d'équithérapie expérimentale pour Tiago. Lorsqu'il monta à cheval pour la première fois avec assistance, bien sûr, il éclata de rire. Un rire que personne n'avait encore entendu. « C'est plus fort que n'importe quelle capsule », dit-il en pleurant. Isadora pleura aussi. Mais cette fois, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la libération. Caio ouvrit enfin les yeux.
Faiblement mais avec vie. Sa voix était encore un souffle, mais un après-midi. Il murmura « Maman, j'aille rêver d'un garçon ». Il me tenait la main. Elle ne répondit pas. Elle serra simplement la sienne. Elle savait que c'était vrai, même si elle ne comprenait pas comment. Les mois suivants, Isadora donna des conférences dans des écoles publiques, alertant sur la consommation de produits industriels sans transparence. Elle lança un projet intitulé « Un aliment, un nom » pour apprendre aux enfants à lire les étiquettes, identifier les excès et faire des choix conscients. Tiago devint le premier mentor adolescent du programme. Si même moi j'aille appris, alors tout le monde peut. Mais encore faut-il quelqu'un pour enseigner. Et maintenant, ce quelqu'un existait. Ils n'oublièrent pas la douleur. Mais ils apprirent à la transformer en quelque chose de vivant. Et pour la première fois, ils écrivaient leur propre histoire. Tout semblait plus calme. Mais personne n'était dupe, ce n'était que le calme avant le dernier affrontement. Tiago marchait déjà avec assistance. Il ne courait pas encore, mais avançait avec dignité. Son énergie revenait lentement, comme quelqu'un qui reconstruit un monde à partir de rien. Caio, de son côté, passait ses journées en rééducation et ses soirées à écouter les histoires de son nouvel ami des récits sur les enzymes, les batailles invisibles et les chevaux ailés. Mais la vraie guerre n'était pas encore terminée. De l'autre côté de l'océan, Matteo Lobos réapparut à Dubaï. Il donnait des interviews choisies, prétendant être victime d'un complot éco-populiste. Il lança un livre numérique, essayant de renaître comme gourou de la santé émotionnelle d'entreprise. Il annonçait une nouvelle start-up encore plus ambitieuse. Il niait tout. Il disait que l'affaire Nutrigen X avait été manipulée à des fins politiques. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Laetitia Freyer avait gardé un dernier document, une vidéo, une réunion interne de 2022. Matteo, voix dure, ordonnait à l'équipe s'il y a des effets secondaires. Ajustez les données. Vous croyez que la vitamine C se vend parce qu'elle soigne? Si ça tue que des pauvres, c'est pas un problème. Le seul vrai danger, c'est que ça fuite. Cette phrase tomba comme un acide. Amaro savait que cet enregistrement était la dernière cartouche. Mais il savait aussi qu'il fallait le diffuser au bon moment, quand l'opinion publique ne serait pas seulement en colère, mais prête à exiger justice. Il prépara un documentaire spécial pour la télévision publique, avec une sortie simultanée sur une plateforme de streaming. Le titre « Invisible », sortie prévue dans une semaine. Isadora sentait le poids de cette décision. Elle savait que cette exposition ferait d'elle une cible définitive. Nutrigens existait encore, comme structure, avec ses actionnaires, ses alliés politiques, ses avocats. Et il savait comment détruire une réputation. Si on fait ça, il n'y aura plus de retour possible, dit-elle à Tiago, en ajustant son col de chemise avant l'enregistrement. On est déjà allé trop loin. Et on est revenu. Maintenant, c'est à eux de ne plus revenir. Pendant ce temps, Long Racine de l'Espoir fut rebaptisé en direct à la télévision Centre Tiago pour la nutrition et la justice alimentaire. L'inauguration fut retransmise en direct. Un espace avec laboratoire, soutien psychologique, distribution d'aliments bio, atelier. Isadora portait une blouse blanche. Mais ce n'était plus pour paraître, c'était pour servir. Dans son discours, elle dit « Ici, aucun enfant ne sera un cobaye. Ici, le savoir est l'aliment le plus précieux. » Tiago parla ensuite, voix ferme, main tremblante, yeux brillants. Être invisible a failli me tuer. Maintenant, je veux juste apprendre aux autres enfants à voir. 3 jours avant la sortie du documentaire, Amaro reçut une injonction judiciaire. Nutrigen X, bien qu'affaibli, avait convaincu un juge proche de bloquer la diffusion.
Laetitia, en l'apprenant, rit doucement. Alors, cesse le moment. Elle publia la vidéo complète sur les réseaux, accompagnée d'une lettre ouverte. S'ils cessèrent de nous faire taire, c'est parce que nous avons quelque chose à dire. Laetitia Frère, en moins de 4 heures, la vidéo atteignit 12 millions de vues. Le lendemain, des manifestants descendirent dans les rues. Dans les écoles, les enseignants utilisèrent l'affaire comme cas d'étude. Dans les tribunaux, des recours collectifs se multiplièrent. Au Parlement, les députés qui ignoraient encore le sujet se disputaient à présent le rôle de défenseurs de la santé publique. Mais surtout, les gens commencèrent à lire les étiquettes, les contrats, les lois, et à regarder les enfants comme Thiago. Caio sourit pour la première fois depuis des mois en voyant l'annonce du documentaire. La voix du narrateur disait « Ils ont voulu effacer le futur. Mais ils ont oublié que le futur sait parler. » Isadora lui tenait la main. Thiago, de l'autre côté du lit, souriait aussi. Il savait le moment était venu. Et il n'y aurait pas de retour possible. Le documentaire Invisible était prévu pour 20 h, un jeudi soir pluvieux. À 19h50, plus d'1 million de personnes étaient déjà connectées. Les écoles retransmettaient en direct. Les hôpitaux organisaient des projections dans leurs auditoriums. À San Pedro, les habitants installèrent un écran géant sur la place centrale. Le centre communautaire Thiago était rempli d'enfants, assis par terre, les yeux rivés à l'écran. À 20 h, la vidéo commença. Les premières images montraient des photos d'archives, des enfants malades, des stocks empilés dans des entrepôts sales. La voix du narrateur, grave, résonna. Quand le profit passe avant la vie, les victimes ne disparaissent pas, elles deviennent juste invisibles. Puis apparut Isadora, fatiguée mais déterminée. Elle confessa tout. Et enfin, la vidéo de Matteo Si ça tue que des pauvres, c'est pas un problème. Les mots explosèrent sur les réseaux. La colère devint moteur. Les commentaires affluaient. Mon fils a pris ça. Cette entreprise vend encore ici. Où sont les coupables? À Dubaï, Matteo Lobos tentait de contacter ses avocats. Sa photo, entourée de gardes dans une tour de luxe, apparut aux infos. Interpol, sous pression, émit un mandat d'arrêt international. Il éteignit son téléphone. Trop tard. Au Chili, les réactions furent immédiates. Le ministère public forma une task force spéciale. Le compte de Nutrigenix fut gelé. Laetitia fut convoquée comme témoin principal. Et Isadora fut invitée à témoigner devant le Sénat. Au Congrès, Isadora monta les marches avec Thiago à ses côtés. Tous deux en chemise blanche, sans logo, sans sponsor. Silence total dans la salle. Je m'appelle Isadora Blanco. Pendant longtemps, j'ai représenté un système qui privilégiait l'apparence à l'essence. Jai ignorait les alertes, cachait des documents et sourit aux caméras pendant que des enfants tombaient malades. Elle inspira profondément, mais un garçon m'a appris que l'invisibilité n'est pas une absence, c'est une résistance. Et maintenant, il est ici à mes côtés, vivant, et il parle. Thiago s'avança d'un pas. Il nie qu'il n'y avait pas de micro à sa hauteur. Un assistant baissa le pied du micro. On ne veut pas juste la justice. On veut qu'on n'utilise plus jamais la faim pour faire des tests. Et qu'aucun enfant ne doive être empoisonné pour exister. La salle éclata en applaudissements. Le lendemain matin, une image fit la une. Matteo Lobos fut arrêté dans un aéroport en Turquie, alors qu'il tentait de fuir à Singapour avec de faux papiers. Sur la photo, son expression mêlait panique et incrédulité. L'homme qui se croyait au-dessus du monde n'était plus qu'un homme. Amaro, ému, narra ce moment dans une édition spéciale, C'est officiel. L'Empire est tombé, et ceux qui l'ont fait tomber, ce n'était pas une armée, c'était un garçon. Et une femme qui a cessé de faire semblant. Caio sourit.
un vrai sourire. « Maman, c'est vrai que le méchant a été arrêté? C'est vrai, mon fils, et tu es vivant pour le savoir. » Tiago, à côté, leva simplement le pouce. Quelques mois plus tard, fut votée la loi Tiago, une législation interdisant la distribution de compléments non homologués dans les zones vulnérables, sans transparence totale. Chaque étiquette devait désormais porter un QR code, origine, numéro de lot, études cliniques, enregistrement national. Un projet éducatif fut ajouté au programme scolaire public Santé consciente. La scène finale du documentaire montrait un champ ouvert. Tiago montait un cheval frison, entouré d'enfants. Isadora l'observait en silence, et la voix du narrateur concluait « Ils ont tenté de faire taire la vérité. » Mais la vérité a appris à galoper. Ce ne fut pas un final explosif. Ce fut un rugissement doux qui résonna longtemps, pour toujours. Ce n'était pas une fin. C'était un nouveau départ. Nutrigen X était tombé. Ses comptes gelaient. Ses dirigeants arrêtés ou exilés. Son siège détruit après l'enquête. Le monde avait vu. Le monde avait réagi. Mais rien ne valait ce qui naissait en silence, dans les coulisses de cette victoire. Dans une aile pédiatrique rénovée grâce à des dons, Caio marchait, lentement, mais avec assurance. Ses pas résonnaient comme une victoire. Et à ses côtés, Tiago, désormais enregistré, avec nom, papier, citoyenneté, marchait comme quelqu'un qui, enfin, avait trouvé sa place. Isadora renonça à tous les contrats. Refusa les livres, refusa les films, refusa les interviews exclusives. Elle créa une fondation portant le nom de son fils et de l'enfant qui l'avait sauvé, Institut Caio Tiago, dédié à la recherche nutritionnelle indépendante et à l'éducation communautaire. Elle n'avait plus besoin d'être célébrée. Elle voulait juste être utile. Dans un petit auditorium d'école publique, Tiago se leva devant une classe. Il portait un badge mentor et tenait une boîte remplie d'emballages alimentaires colorés. Quelqu'un ici a déjà lu ce qu'il y a derrière ces étiquettes? Des mains se levèrent timidement. À partir d'aujourd'hui, vous allez être les yeux des invisibles. Et plus jamais on ne vous fera avaler du mensonge en guise de nourriture. À la télévision, on parlait de l'effet vital comme d'un tournant dans l'histoire de la sécurité alimentaire. Des pays formèrent des commissions. Des universités révisèrent leurs programmes. Et une nouvelle génération naquit, plus consciente de ce qu'elle consommait. Et dans chaque débat, chaque salle de classe, un nom revenait Tiago, pas comme un martyr, mais comme un messager. Un matin, Isadora reçut un appel du ministère de la Santé. On lui proposa de diriger un projet de réforme de la politique alimentaire scolaire. Elle remercia et refusa. « J'aille déjà trouver ma place. » Elle dit cela en collant, avec Tiago, des noms de famille sur des pots remplis de graines médicinales, dans un projet de potager communautaire, autosuffisant. Maintenant, on plante. Maintenant, on prend soin. Maintenant, on s'assure que plus jamais personne ne doive crier pour être entendu. Parce qu'au fond, ceci n'était pas une histoire sur le poison, ni sur les compléments. C'était une histoire sur ceux qui osent briser le silence. C'était une histoire de transformation, de douleur devenue pont et d'invisibilité devenue phare. Des années plus tard, dans une école rurale, une petite fille leva la main maîtresse. « C'est vrai qu'une seule garçon a fait tomber une grande entreprise ?» L'enseignante sourit. Elle s'approcha de la fenêtre. Dans la cour, les enfants plantaient des herbes médicinales. Et au centre, une statue en bronze. Un garçon frêle, regard déterminé, monté sur un cheval frison. Il n'était pas seul. Il a juste été le premier à être vu. Et là où régnait le silence, un monde entier avait fleuri. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, alors ne la laisse pas tomber dans le silence.
abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.